Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue. On a déjà pas mal de participants. On est très heureux que vous soyez là aujourd'hui pour ce webinaire sur le Digital Market Act et donc les impacts qu'il va y avoir sur le SEO local. Aujourd'hui, on va parler donc des impacts et de comment s'y préparer. Alors, on a un agenda qui est quand même assez dense, donc, et vous êtes déjà pas mal à vous être connectés, donc on va avancer. Peut-être d'abord une présentation de nos trois super intervenantes aujourd'hui, une table ronde 100% féminine. Et donc, on a Dorothée Mani, CEO Evermaps, qui va participer à cette table ronde. Dorothée, tu veux dire quelques mots ? Oui, très rapidement. Donc moi, je suis CEO d'Evermaps. Evermaps, c'est une plateforme de présence et review management. Donc, comme son nom l'indique, on gère la visibilité digitale locale de réseaux de points de vente, à peu près pour 120 réseaux de points de vente. Donc, ça s'articule très rapidement autour de 4 grandes offres. Le presence management, c'est diffuser les données sur les plateformes où les gens cherchent des points de vente. Store Locator. Review management, c'est vous aider à piloter vos avis sur le net. Et également, nouvelle offre dans cette galaxie, de la competitive intelligence, c'est pour vous permettre d'analyser, mesurer vos avis, mais aussi ceux de vos concurrents. Voilà, je fais très vite. Je passe la balle à Julie. En effet, on a donc Julie Jacob, qui est avocate au barreau de Paris, spécialisée sur les sujets digitaux, qui est également DPO. Julie, elle fait plein de choses et ses sujets d'intérêt aujourd'hui, ça va être la data, le Web 3, les médias, la communication et le digital. Julie, si tu veux dire un petit mot en plus. Bonjour, alors moi je vais parler avec ma team de Dorothée et Stéphanie du DMA et de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et on va voir si ou non les GAMAM vont devoir se plier aux règles de l'Europe. Super, merci Julie. Et on a aussi la chance d'avoir avec nous Stéphanie Barge. Stéphanie Barge qui est une spécialiste en référencement local, qui se définit elle-même comme une addicte de Google depuis 1998 et donc qui est consultante également en SEO. Donc je te laisse te présenter rapidement, Stéphanie. Bonjour à tous. Écoute Constance, je pense que tu as déjà bien résumé. C'est vrai que moi je suis passionnée de Google, passionnée de référencement. Je fais aussi de la rédaction web. Et je suis vraiment ravie de pouvoir m'exprimer avec vous sur la DMA et l'avenir du référencement local par rapport à ce qui va se passer en 2023 et 2024. Super. Merci à toutes les trois d'être là aujourd'hui. En tout cas, ça va être super intéressant. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de les suivre toutes les trois sur LinkedIn, de vous abonner à leur newsletter, notamment pour être au courant de tout ce qui va se passer, des mises à jour qu'il va y avoir par rapport à ce sujet. Aussi bien Julie sur la partie plutôt légale, Stéphanie sur toujours les premières à avoir les infos sur Google, avant même parfois les employés de Google, et Dorothée qui va tout mettre en contexte par rapport au référencement local. On a aussi lancé un petit sondage sur est-ce que justement ça va impacter votre stratégie SEO. N'hésitez pas à y répondre. Voilà, au niveau de notre agenda aujourd'hui, déjà, on va faire une partie avec Julie qui va vraiment nous expliquer ce que c'est que le Digital Market Act et légalement ce que ça va impliquer. Ensuite, on va avoir avec Dorothée quels vont être les impacts sur le SEO local des réseaux de points de vente. Est-ce que c'est la fin du pack local? C'est la question qui déchaîne les passions, en tout cas les passions de fans de référencement local dernièrement. On va ensuite rentrer dans une partie plutôt prospective, cette fois avec Stéphanie, qui va pouvoir nous expliquer à quoi va ressembler la recherche locale de demain. On conclura ce webinaire en vous donnant nos 5 recommandations pour se préparer au mieux à ce qui nous attend. Et puis, bien sûr, on répondra aussi à vos questions. Écoute, Julie, je te laisse prendre la main pour cette première partie. Merci. Alors, moi, je vais vous présenter le DMA et son impact concret business sur le référencement. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Thierry Breton, le commissaire européen, il a une politique assez active sur la volonté de dynamiser une souveraineté numérique européenne. Et donc, il y a des signaux forts avec une régulation qui vise d'une part le DMA,
D'autre part, le DSA, donc le Digital Service Act, et pas mal de réglementations sur l'intelligence artificielle. Donc, on a vu qu'il y avait des amendes importantes, très importantes, qui ont été prononcées par la Commission européenne, 4 milliards prononcés contre Google, des décisions de justice de la Commission européenne, des lourdes amendes au niveau européen par la CNIL, et on voit qu'il y a une volonté que les choses changent, qu'il y ait une pratique de tolérance zéro sur tout ce qui est règles anticoncurrentielles. Donc, le DMA a été adopté le 25 mars. Il est entré en vigueur le 1er novembre et il a pour objectif de lutter contre les monopoles et d'intervenir en amont sur les abus de position dominante et les pratiques anticoncurrentielles. Donc, pour vous, sur les sujets référencement, il y a 2 articles importants à avoir en tête. Ce sont les articles 5 et 6 du règlement qui visent les contrôleurs d'accès. Alors, qui sont les contrôleurs d'accès? Ce sont des fournisseurs de services essentiels, réseaux sociaux, moteurs de recherche, places de marché, qui remplissent un certain nombre de critères du DMA et qui ont un poids important sur le secteur. Donc, ça vise essentiellement les GAMAM, hein, puisque j'ai remplacé le F de Facebook par Meta, donc les GAMAM, et tous les gros acteurs. Et ce DMA qui va fixer des règles que je vais vous expliquer, fixe également des sanctions importantes, puisque ça peut aller jusqu'à 10% en cas d'infraction du chiffre d'affaires mondial et 20% en cas de récidive. Alors, évidemment, la mesure financière, l'amende n'est pas automatique. Hein, ça vise en premier à mettre en œuvre des mesures concrètes, qui est également des mises en demeure pour pouvoir rectifier les situations. Et donc, le DMA, pour moi, est un marqueur fort de la volonté européenne de réguler l'activité des plateformes et donc du référencement. Et au niveau national, les États membres des 27 pays de l'Union vont devoir implémenter cette réglementation. Donc là, vous avez un peu le timing à suivre d'ici l'entrée en vigueur en mars 2024, puisque c'est déjà en vérité entré en vigueur, mais les opérateurs vont devoir se déclarer d'ici le 2 mai 2023, vont devoir notifier d'ici le 3 juillet à la Commission européenne s'ils sont contrôleurs d'accès. Et puis, le 6 septembre, c'est la Commission européenne qui va désigner les contrôleurs d'accès qui verront donc cette réglementation applicable dès mars 2024 avec des obligations de mise en conformité. Donc, les enjeux du DMA pour vos activités visent essentiellement, on l'a dit, le référencement, ou plutôt comme c'est écrit dans les textes, les classements. Donc, les plateformes se comportent, comme on a dit, des contrôleurs d'accès. Et aujourd'hui, la Commission européenne, elle considère qu'il y a plus de 10 000 plateformes en ligne qui opèrent sur le marché et que seule il y a une toute petite partie, une infime partie d'entre elles qui capterait toute la valeur générée par ces activités. Donc, on est face à des entreprises qui ont des situations de quasi-monopole, comme Google, qui a évidemment une présence très forte et qui a acquis plus de 30 entreprises dans l'IA. Facebook, qui a éliminé la concurrence en rachetant Instagram et WhatsApp. Et donc, toute cette influence doit être limitée. Et elle n'est d'ailleurs pas que financière. Elle peut avoir aussi un rôle sur les contenus de tous ces contrôleurs d'accès. Donc, l'objectif est évidemment pour l'Europe de dire que les choses vont changer, que les GAFAM, les GAMAM vont devoir se plier aux règles de l'Europe. Alors, sur les 2 articles que j'ai cités au début de mon intervention, je vais vous faire un petit focus parce qu'il me semble extrêmement important pour voir en quoi ça va changer vos pratiques, comment vos pratiques de référencement local vont devoir être affinées et anticipées pour être optimisées dans le cadre de votre SEO local.
Alors, tout d'abord, l'article 6D. L'article 6D du DMA, il interdit aux contrôleurs d'accès de favoriser des produits et des services au détriment d'autres proposés, donc par exemple par Google. Donc, ça veut dire que Google ne pourra plus accorder en matière de référencement un traitement plus favorable aux services qu'il propose. Et donc, il devra faire une offre dans des conditions équitables et des conditions non discriminatoires. Parce que, comme je vous l'ai dit, le DMA reproche un peu à Google d'afficher son pack local au détriment d'annuaires locaux. Et on voit qu'aujourd'hui, déjà, Google anticipait un petit peu cette réglementation en ne mettant plus le pack local en premier. Donc, ça, c'est le premier point. C'est l'article 6D sur le classement qui devra donc être anticipé pour pouvoir bien optimiser son référencement. Par ailleurs, je souhaite attirer votre attention sur l'article 6 dans ses points G, I et J qui sont très importants sur l'accès aux algorithmes, la transparence dans le fonctionnement, puisque cet article, il dispose que le contrôleur d'accès ne devra pas accorder un traitement plus favorable aux services qu'il propose. Donc, en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google ne pourra plus prioriser ses contenus comme on l'a dit, et le DMA instaurera plus de transparence pour voir comment Google utilise les données auxquelles il a accès et ne permet pas de défavoriser les petits opérateurs. Donc, il faudra mettre à disposition des outils de performance, les données qui sont fournies ou générées par les clics, les requêtes, etc. Et donc, seuls les fournisseurs tiers de moteurs en ligne pourront bénéficier de cet accès. Donc, vous voyez que le DMA, il va avoir un impact assez important. On voit également que Thierry Breton a dévoilé un centre européen sur la transparence algorithmique. Et donc, tout ça implique anticiper cette entrée en vigueur pour que les classements soient optimaux dans les moteurs de recherche. Voilà, j'ai voulu vous faire une présentation à la fois juridique et business du DMA sur l'impact du référencement et votre anticipation. Merci beaucoup, Julie, qui a vraiment le sens du timing parce que qui finit même devant le temps qui lui était imparti. Donc, du coup, pour résumer, c'est qu'on a des plateformes en ligne qui sont aujourd'hui considérées comme des contrôleurs d'accès qui sont en situation d'oligopole et qui sont pour l'Europe aussi une menace pour la démocratie. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va vraiment être de rétablir la concurrence, de créer une identité numérique européenne et vraiment de diminuer notre vulnérabilité, notre dépendance aux USA et à la Chine. Et donc, on a des grandes étapes qui sont la première qui arrive donc en mai 2023 où les règles commencent à s'appliquer et ensuite en mars 2024 où là, ça s'applique et ça sanctionne. Merci beaucoup, Julie, pour ce côté vraiment et cette explication plutôt juridique du DMA. On va passer à la suite, du coup, avec Dorothée qui, cette fois, va nous parler, du coup, un petit peu plus en détail des impacts sur le SEO local et essayer de répondre à cette question. Est-ce que c'est la fin du pack local ? Merci Constance pour cette intro. Alors pour faire le lien, justement, Julie parlait de deux sujets, deux impacts assez directs. Un sur la transparence autour des algorithmes. Alors c'est vrai que et vous, retailers, et nous, prestataires autour de ces sujets-là, on aimerait comprendre en fait lorsqu'il y a des décisions entre guillemets qui sont prises par l'algorithme, des fiches qui sont déclassées, des avis qui sont supprimés. Enfin, il y a parfois des posts qui finalement n'apparaissent pas. Il y a aujourd'hui un petit côté parfois boîte noire dans ce que Google décide d'afficher ou pas, de prioriser, de pondérer. Si jamais cette transparence sur justement les différentes règles est mise en œuvre, ça pourra aussi être beaucoup plus facile et pour vous et pour nous de piloter cette dimension SEO locale. Je voulais revenir évidemment aussi sur le classement.
le fait que Google ne puisse plus potentiellement favoriser ses propres services, donc surpondérer le pack local au niveau des réponses, ça va avoir un impact assez fort. Je veux bien, Sylvain, que tu passes à la slide d'après. Super. Alors la question évidemment qu'on se pose tous, c'est est-ce que le pack local, dont on s'est tous habitués à la prédominance en fait dans les résultats locaux, est amené à disparaître? Vous allez voir que la réponse est quasiment assurément oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer. Et on va vous expliquer pourquoi. Alors, il y a forcément certains acteurs et certains rédacteurs qui en tirent des conclusions, parfois même un petit peu hâtives ou caricaturales sur ce que ça peut donner comme résultat in fine. Vous avez peut-être vu, par exemple, dans le JDN, un parti pris qui consiste à dire que les fiches GBP vont baisser de près de 90% dans les résultats au profit écrasant des pages locales, donc en fait des store locators, d'accord? Les pages locales, c'est la rubrique nos agences, nos magasins, nos salons de coiffure sur votre site internet. Nous, on pense que ce ne sera pas forcément aussi radical que ça, mais que assurément, les pages locales, donc les store locators, vont gagner en ranking, puisque c'est finalement l'endroit, le lieu où les données locales ne peuvent pas être taxées d'appartenir à une plateforme, que ce soit Google, mais aussi potentiellement des bookings, etc. Là, c'est le lien de la marque, donc quasiment irréprochable. Assurément, ce ne sera peut-être pas 400%, mais ça va gagner en ranking. Je veux bien qu'on passe à la slide d'après. Alors, on essaye aussi d'imaginer ce que pourraient être des résultats sans le pack local, mais avec finalement une preview des petites fiches GBP. Donc, vous pourrez voir sur Internet certains types de restitutions. Là, c'en est une, où finalement, on va avoir le résultat organique du store locator, mais aussi un lien vers la fiche GBP. D'accord? Donc, le champ des possibles est encore extrêmement ouvert. Donc, Google pourrait s'appuyer sur les données de vos fiches GBP sans pour autant les classer comme ça de manière aussi écrasante, mais finalement venir les distiller sous, par exemple, vos liens de store locator, indiquant du coup où est la localisation, est-ce que c'est ouvert et fermé, est-ce que c'est loin, bref, un autre type de restitution, mais qui s'appuierait encore sur les données des fiches Google Business Profile. Donc voilà, un autre exemple, typiquement, on est sur le lien organique, preview de la fiche, et on peut cliquer dessus. Donc ce serait un mélange des genres assez intéressant également. Passons à celle d'après. Alors, avant d'aller plus loin, c'est important de rappeler en fait ce que sont les résultats aujourd'hui suite à une recherche locale, parce qu'on a tous l'impression qu'on a uniquement le pack local qui remonte. En réalité, déjà aujourd'hui, la réalité est un petit peu plus complexe. Et on commence à voir en fait des indices de ce que seront les affichages de demain. Donc là, suite à une recherche, par exemple, cuisiniste dans le quartier de République à Paris, parce qu'il y a plusieurs cuisinistes par là, on va voir évidemment, en premier lieu, les annonces sponsorisées, qui sont effectivement déjà assez nombreuses. Ensuite, on a un petit bloc annuaire. On sent bien que Google, là, commence à essayer de montrer que finalement, on n'est pas uniquement sur le pack local écrasant. Donc, une espèce de carrousel un petit peu fourre-tout, pas extrêmement convaincu que ça clique beaucoup, mais en tout cas, Google essaye de montrer finalement qu'il fait un petit peu de place aux autres acteurs. Ensuite, on arrive sur le pack local. Et là, on voit à nouveau quelques indices de la restitution locale de demain. Premièrement, vous voyez qu'il y a de plus en plus de filtres, là par exemple sur la note, les horaires et des formulaires de tri. On va le voir, c'est qu'en fait, Google veut nous inciter à préciser de plus en plus en fait nos recherches et ne plus être sur finalement de quasiment opérer une question comme si on la faisait à l'oral ou comme si on la faisait auprès d'un chatbot, etc. Donc d'aller de plus en plus vers du langage naturel et sur des choses de plus en plus précises. Autre indice, sur le pack local, lorsqu'on est en mobilité, dans la plupart des cas désormais,
vous le voyez sur le screenshot de droite, vous commencez à avoir un carrousel en fait de photos au sein du pack local. Ça aussi, c'est une grande tendance, on va le voir. Les photos sont de plus en plus importantes. Ensuite, vous avez les liens organiques, dont évidemment le store locator s'il est correctement orienté SEO. Et on le voit à nouveau, donc là, les magasins Xina, qui est un des clients d'Evermaps, Google va chercher des photos à côté. Ce n'était pas le cas il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc, on voit désormais les liens organiques également qui se placent en bonne position. Et enfin, je veux bien que tu passes à la slide d'après. Google encore multiplie les façons de poser des questions, d'y répondre, etc. On a autre question posée, donc les people also ask, qu'on voit très souvent. Et en dessous, des recherches associées. Donc pareil, cette incitation à rebondir comme ça et à préciser et à aller un petit peu plus loin autour de son écosystème. Ça, c'est ce qui se passe à date. Donc, quelles sont les prémices de la nouvelle recherche locale et des nouvelles restitutions? On l'a vu, Google est déjà en ordre de marche. On est sur une restitution moins écrasante du pack local. Il y a même dans certains cas, lorsqu'on ne met pas de localisation à sa recherche, Google ne propose plus systématiquement le pack local, alors que c'était encore le cas il y a quelques temps. Est-ce que c'est ça qui génère une baisse un petit peu généralisée des insights? On ne sait pas, mais en tout cas, on voit bien qu'il n'est plus proposé systématiquement. Ensuite, on l'a vu, les recherches associées, les filtres, on se dirige vers une façon de rechercher, une façon de restituer avec de plus en plus de détails et de précision. Et enfin, on voit déjà arriver cette tendance assez forte autour des photos, y compris dans le pack local. Donc là, c'était sur un exemple très concret, vraiment à date, cuisiniste, République à Paris. Je veux bien que tu passes à celui d'après. Il y a d'autres indices qu'on peut voir d'ores et déjà. Par exemple, sur le search, de temps en temps, vous allez avoir trouvé des lieux via des photos. Donc là, c'était une recherche cuisiniste haut de gamme Paris 11. Eh bien là, Google va vous inciter à trouver des lieux via des photos. Pareil, soupe miso à proximité, vous allez avoir une nouvelle façon de vous inciter à rechercher qui est trouver des lieux via des photos. On va le voir après. Il y a un vrai enjeu de toute façon pour Google à agréger un maximum de photos et travailler sur les sujets d'IA. Donc, il va aussi nous inciter et inciter vos clients à de plus en plus utiliser cette typologie de recherche. Les filtres, je le disais, aux États-Unis, c'est encore plus avancé que chez nous. Quasiment systématiquement, il y a cette intention de venir préciser la recherche et de nous pousser à filtrer. Tout ça, vous pourrez le retrouver sur le blog de Google. Autre tendance déjà live aujourd'hui, la recherche multiple. Là, l'idée, c'est de venir coupler une recherche par image à du texte. Donc là, ça s'appuie sur Google Lens. Ça, c'est le multi-search, hein, c'est une fonctionnalité. Je ne sais pas si certains d'entre vous commencent à l'utiliser. Pour l'instant, c'est encore en bêta. Mais là encore, on est sur... Essayons de démultiplier les indices pour Google, d'être sur des recherches plus complexes, plus précises, etc., plus challengeantes aussi potentiellement pour lui. Et lui propose aussi en retour des restitutions de plus en plus diversifiées. Okay, donc bref, on n'est déjà plus du tout dans recherche pizzeria à proximité, le pack local et potentiellement le reste du monde s'il reste de la place. On n'est déjà plus du tout dans ce schéma-là. Donc, il y a déjà des indices et on va vous donner quelques insights sur justement la recherche de demain, puisque Google est déjà en ordre de marche avec plein de nouvelles features, de nouvelles fonctionnalités, parfois uniquement en bêta. Donc là, je laisse la parole à Stéphanie. Constance fait peut-être une petite synthèse d'abord, mais on va vous projeter sur la recherche locale de demain. Alors, on va avancer parce que toi, tu n'as pas respecté ton timing. Donc, on va laisser Stéphanie, pour le coup, prendre le relais parce qu'elle a aussi un contenu qui est dense et on fera de toute façon une synthèse un petit peu à la fin. Et en plus, on a plein de questions qu'elle va falloir qu'on réponde aussi à la fin. Donc, Stéphanie, je te laisse prendre la main. Oui, et alors, Constance, mets le prochain slide.
Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire. Donc, moi, j'aime bien les fameux 3 I, hein, comme je dis, immersion, image et IA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avenir de la recherche et de la recherche locale va être visuel. Donc, il va être basé sur l'image et ce qu'on appelle la recherche multimodale. Dorothée en a parlé avec le multi-search où le texte est couplé à l'image. Le but de Google, c'est quoi? Google, il veut toujours vous donner la meilleure information possible, la plus pertinente et la plus exhaustive. Comme l'a indiqué Sundar Pichai, c'était vraiment le slogan d'ailleurs du dernier Search On. Donc c'est l'endroit, les conférences où ils expliquent toutes les nouveautés de Google. La recherche, mais autrement. Rendre la recherche plus naturelle et plus intuitive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google, il veut vous emmener toujours plus loin, il veut que vous restiez chez lui, évidemment, et il va vous emmener, donc que ce soit sur Google et Google Maps, il va vous permettre donc de vivre la réalité en réalité augmentée, donc ça va être Search with Live View, de plonger dans un monde qui est inconnu, ou par exemple de programmer une destination ou une visite dans un endroit que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît mal. Donc ça va être se faire avec Immersive View. Neighborhood Vibe, c'est ce qu'on appelle l'ambiance de quartier. Donc ça, c'est pareil, on va pouvoir découvrir un quartier. Par exemple, moi qui suis venu sur Paris, j'aurais bien aimé à l'avance découvrir un quartier pour savoir si je pouvais y aller, si ça correspondait à mes attentes ou à ma vie de famille, etc., etc. Et autre subtilité qui arrive et qui est vraiment très spécifique, c'est donc Multi-Search Near Me. Ça, c'est donc la recherche multiple couplée à une recherche locale. Donc, à partir d'une image, on va pouvoir, en ajoutant du texte ou une voix, demander à Google de nous trouver un lieu à proximité en fonction de nos besoins. Donc, si tu peux faire descendre, on va commencer avec Search with Live View. Donc ça, j'ai eu en plus la chance de pouvoir le vivre, parce que ça, c'est en version bêta. Ils l'ont mis en place sur Paris, Londres, Tokyo, New York et Los Angeles. Donc là, on est en immersion totale. On prend notre téléphone, on demande sur Google Maps, il y a un onglet Live qui s'affiche. On clique dessus. Il y a un écran bleu qui s'affiche et là, on bascule dans une réalité complètement délirante et augmentée et on voit à travers l'écran du téléphone tous les lieux qui ont des centres d'intérêt. Donc, en fait, ce sont les fiches Google Business Profile qui apparaissent. Donc, on va voir apparaître un guichet de banque, un magasin, un deuxième magasin, un restaurant, etc., etc. Avec en plus tous les attributs comme on peut demander la possibilité de trouver un accès donc accessible en fauteuil roulant, quoi d'autre pour les hôtels et les restaurants, des bornes de recharge, etc., etc. Donc, on en revient toujours à la même problématique. Il faut travailler la fiche Google Business Profile et Google, à chaque fois, il affichera et les avis clients, le type de magasin et par exemple l'animation. Donc ça, c'est vraiment, ça arrive à grands pas. Immersive View, alors ça, c'est moins important, enfin, on va dire que c'est plus typé pour les établissements, les grandes enseignes qui sont à côté de monuments connus ou importants au niveau du tourisme. Donc, ça permettra un peu comme Neighborhood Vibe de découvrir un quartier, de rentrer à l'intérieur d'un restaurant, de découvrir l'atmosphère d'un restaurant. À chaque fois, on voit, donc à chaque fois, ce qui ressort, ce sont les avis clients, les fiches Google Business Profile. On aura aussi la possibilité de prévoir la météo, de savoir comment il faudra s'habiller, de connaître l'ambiance du quartier et de demander aussi à Google, voilà, je voudrais savoir s'il y a un guichet de banque, savoir s'il y a un parking, savoir si je vais pouvoir trouver un restaurant familial, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'on va basculer dans une recherche qui va être immersive, imagée, en vidéo, et on va pouvoir trouver des informations qu'on ne pouvait pas trouver avant, et ça va être tout regroupé. C'est le principe de la recherche multiple et de la recherche multimodale qui permet de nous donner des informations qui sont de plus en plus complexes, et on est vraiment loin de l'information où on était sur du texte, on tapait bêtement voilà, Tour Eiffel. Maintenant, quand même, quand on va demander Tour Eiffel ou Tour Eiffel avec, je ne sais pas, moi, je vais lui demander Tour Eiffel. Bon, ben, je vais demander Tour Eiffel. Bon, il va me donner une possibilité d'avoir accès à des informations auxquelles on n'avait pas accès auparavant.
Voilà, ça, c'est vraiment super, super intéressant. Oui, donc Neighborhood Vibe, j'en ai parlé. Donc, c'est vraiment de pouvoir connaître l'ambiance d'un quartier. Et ça, c'est Google. Donc, ça, c'est fait avec l'intelligence artificielle et la recherche prédictive. Il prend tous les avis clients, il prend en considération des gens comme moi qui sont Google Local Guide, qui vont poster des vidéos, des photos, qui vont donner des avis, et il va faire un melting pot de tout ça, et il va vous montrer en direct l'ambiance d'un quartier. Donc ça donne vraiment envie aux gens de se rendre dans un quartier. Comme là, il montre un endroit dans Paris, on voit vraiment en direct l'ambiance du quartier. Ça permet de savoir s'il y a de l'affluence, savoir si c'est bondé, s'il y a du monde, et de connaître les avis des contributeurs et des local guides. Et ça, c'est la dernière fonctionnalité qui est déjà en place avec Google Lens, Google Lens qui existe depuis 2017. Moi, c'est vraiment une fonctionnalité qui me passionne. Et il y aura bientôt la possibilité, donc en prenant une photo, déjà on peut ajouter du texte, et on pourra demander, donc à proximité, on prend un exemple très simple, je trouve une cuisine qui est jolie, je la prends en photo, je vais sur l'appli Lens ou même là maintenant sur Google Search, il y a un petit appareil photo, et je pourrais lui demander, donc soit vocalement, soit avec du texte, voilà, trouve-moi cette cuisine à proximité de chez moi. Donc là, je suis à Paris, je vais lui demander, trouve-moi une cuisine. Et après, on rejoint les filtres dont Dorothée a parlé. On pourra aussi lui demander, voilà, je voudrais trouver ce modèle de cuisine, trouve-le-moi en noir, ou trouve-le-moi, par exemple, aussi avec du bois exotique, etc., etc. Et Google, il va servir des fiches GBP, donc des fiches Google Business Profile, des avis clients, des contributions des Google Local Guide, pour vous sortir la fiche qui correspond à votre requête. Donc, on va vraiment basculer dans une ère et dans une utilisation de l'image qui va être de plus en plus poussée. Donc, l'image remplace le texte. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. On le voit aussi avec la génération Z. Moi, je vois ma fille, elle est constamment sur les images, en train de prendre des photos. Donc, Google, il suit aussi le mouvement de la société. Donc, on va avoir l'image couplée au texte et la réalité augmentée qui est basée majoritairement avec l'intelligence artificielle et la recherche prédictive. Donc, local pack ou pas local pack, c'est vrai que la manière de travailler le référencement sera le même. Il faut garder les bases. Google, il demande quoi? Il demande de la qualité, du texte, de la technique. Après, il faudra faire quoi? Mettre des images. C'est pas la peine de prendre un virage à 180 degrés et de balancer 200 images, parce que c'est vrai que maintenant, Google, en plus, il a la subtilité de pouvoir comprendre vos images. Donc, il faudra travailler vos images, travailler l'accessibilité numérique, vos textes alternatifs, expliquer. Évidemment, plus vous aurez d'autorité, d'expérience, ça c'est un mot qui est devenu très important, l'expérience, plus vous montrerez et démontrerez à Google et aux internautes que vous pouvez créer l'expérience, donner l'information à vos clients, Google, il continuera de vous positionner. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, moi j'ai fini. Je pense que tu es en mute. C'est tout bon. Merci beaucoup Stéphanie. Donc, il y a 3 mots-clés qu'on va vraiment retenir par rapport au futur de Google. C'est immersion, image et IA. Clairement, le futur de Google, il va être visuel. Et pour ceux qui nous suivent, et je sais qu'il y en a ici qui étaient déjà là, un webinaire qu'on a fait l'année dernière avec Sylvain. C'était il y a quasiment un an, jour pour jour, et on avait parié sur ça. Donc, bon, premièrement, on est plutôt des bons devins. Et du coup... Donc voilà, l'investissement visuel, ça c'est aussi vraiment quelque chose sur lequel il va falloir investir demain. Merci beaucoup Stéphanie de nous avoir plongé dans le futur de Google. C'est hyper intéressant et je pense que ça se fait beaucoup de questions et il y en a pas mal qui sont arrivées justement dans l'angle questions. Dorothée, je vais te laisser prendre la main pour parler des 5 recommandations que nous on va pouvoir proposer pour anticiper au mieux tous ces nouveaux changements. Et puis après, on prendra un moment pour répondre à nos nombreuses questions. OK ? Volontiers. Alors, on l'a vu en fait avec les prémices un peu d'aujourd'hui et la projection de Stéphanie, le local pack, ça nous semble déjà quasiment old school en réalité. Donc, est-ce que le local pack va finir par mourir, que ce soit à cause du DMA ou tout simplement parce qu'il y a une espèce la marche vers le futur fait que cette restitution appartient déjà au passé?
La réponse, elle est oui. Le pack local va finir par disparaître. Mais par contre, ça ne veut absolument pas dire qu'il faut arrêter de mettre à jour les fiches GBP. Le pack local, c'est une typologie de restitution des données que vous envoyez à Google, que ce soit en direct ou via des intermédiaires comme Evermaps. Donc ça, il faut absolument continuer à le faire. Et après, Google va trouver les types de restitution optimale, mais en tout cas, il va devoir continuer à se baser sur des infos les plus fraîches possibles. Donc, il ne faut surtout pas prendre un virage radical à dire, bon, bah, ça y est, j'investis plus sur le sujet. Au contraire, il faut continuer d'investir sur la mise à jour de vos fiches GBP et même accélérer en étant sûr de mettre à jour absolument tous les champs qui sont possibles, que ce soit les catégories, les attributs, vos images, publier des posts. Donc, il faut continuer à investir. Là, je pense par exemple à un des clients d'Evermaps. Dès qu'il y a une ouverture de magasin, ils anticipent, il y a des posts, on crée les fiches. Il faut investir massivement sur ces fiches et surtout, et là c'est le rôle de players comme nous et des autres, c'est de vous tenir au courant systématiquement des nouvelles possibilités en termes de champs pour que vous puissiez vous en emparer et les mettre à jour. Donc ça déjà, première reco, absolument continuer d'investir sur GBP, quelle que soit la façon dont Google gérera la restitution visuelle demain. Deuxième reco, c'est évidemment, il y a beaucoup de questions autour de ça, investir sur le Store Locator, puisque on l'a vu, il y a très fort à parier pour que ces liens organiques prennent une place de plus en plus importante au sein des résultats. Et donc, le Store Locator, c'est votre vitrine digitale, c'est à vous, ça vous appartient. Et il faut absolument vous doter d'un Store Locator qui ne soit pas uniquement une espèce d'annuaire avec de la carto. Là encore, le Store Locator, si c'est pensé comme votre vitrine digitale, il y a énormément de fonctionnels à y mettre en fait. Nous, on a deux façons de fonctionner là-dessus. Soit des Store Locators qui s'appuient vraiment sur une souche de produits chez nous où toutes les bonnes pratiques sont embarquées. Donc, il faut absolument que votre Store Locator soit vraiment orienté SEO. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur le côté server-side rendering, sur le respect de schéma.org. Voilà, il y a plein d'éléments à respecter pour qu'il soit sur un SEO performant. Il faut également qu'il soit orienté ergonomie et conversion. Je veux bien que tu reviennes à celui d'avant, Sylvain. Voilà, ergonomie et conversion. On voit encore trop souvent des Store Locators où derrière, il n'y a pas vraiment de CTA. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de prise de rendez-vous, il n'y a pas d'inscription à la newsletter. Bref, on donne de l'info et puis après, on laisse l'internaute disparaître dans la nature, entre guillemets. Donc, important ce que vous y mettiez un maximum de CTA pertinent pour votre verticale. Il faut aussi que votre Store Locator soit en capacité de gérer des campagnes, c'est hyper important. C'est un espace qui est gratuit où vous pouvez tester en plus la pertinence de vos campagnes avant de potentiellement en publier sur des médias payants. Donc, très intéressant aussi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a évidemment aussi des features par verticale qui sont un peu des grands classiques. Et également, soyez vigilants si vous prévoyez de refaire votre Store Locator à bien optimiser les requêtes carto, parce qu'on le sait aujourd'hui, Google Maps est payant, les autres prestataires, les autres players de carto également. Et si c'est mal optimisé, les budgets peuvent monter dans les tours. Je ne m'étends pas, mais bref, ça c'est un mode opératoire par produit. Pour ceux qui ont des velléités d'extrême customisation ou des particularités dans leur métier, il y a la possibilité également de partir sur un mode vraiment custom, plus un mode projet. Donc là, on est par exemple sur les cas de Société Générale, Allianz, Xina, Bureau Vallée. Et là, on peut s'amuser à faire des choses encore plus complexes avec du corridoring, la gestion de zones de chalandise, etc. Je passe pas, c'est pas le lieu pour vous exposer tout ça, mais il faut vraiment que vous ayez en tête que votre Store Locator, ça doit être un espace extrêmement riche, même essayer de le rendre encore plus riche finalement que vos fiches GBP. Il faut y mettre également du visuel, des campagnes, etc. Anticiper également, c'est important, avant qu'on passe à la reco 3, pour qu'un Store Locator ait de très bonnes performances SEO, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, et donc il ne va pas falloir se réveiller en mars 2024 quand tout sera mis en œuvre, parce que les places seront déjà prises en réalité. Donc c'est un sujet, comme tous les sujets de SEO en fait, qui s'anticipe. Troisième reco, vous l'aurez deviné, investissez dans des photos et des vidéos.
C'est un point qui est important et Stéphanie l'a indiqué, c'est bien d'investir sur vos photos et vos vidéos, mais il faut que ce soit des photos au maximum locales, contextuelles, etc. et surtout bien nommées. D'accord ? On voit encore, parfois on a des bases de données de clients où on reçoit des flux de photos et ce n'est pas forcément correctement nommé. Je veux bien qu'on passe à celle d'après parce que le temps file, mais c'est un point qui est également important. Le quatrième élément, évidemment, quand finalement certains retailers avaient mis un peu tous leurs œufs dans le même panier, c'est-à-dire diffuser que sur GBP, ont délaissé leur store locator et ont même délaissé les autres plateformes, aujourd'hui, c'est une prise de risque qu'il ne faut plus se permettre. Donc, il faut absolument diversifier votre visibilité sur les autres plateformes. Et on voulait en profiter pour vous indiquer que, pour ceux qui n'auraient pas vu passer la news, Apple accélère sur le sujet et ils ont sorti ce mois-ci, est-ce un hasard, Apple Business Connect qui, pour faire simple, est grosso modo l'équivalent de Google Business Profile, avec désormais enfin la capacité à avoir des insights, des analytics, de pouvoir gérer des promos, des photos, bref, ils ont vraiment rattrapé leur retard sur ce terrain-là. Donc, très, très important dans votre stratégie de SEO local d'inclure également cette plateforme absolument clé. Autre reco à garder en tête, qui est absolument structurante en fait, et c'est pour ça que je voulais terminer par celle-là. Il faut absolument que vous soyez en capacité d'avoir une base de données qui permette d'encaisser tous ces changements en fait liés au référencement local. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il faut que votre base, elle soit la plus riche possible. Aujourd'hui, quand un client nous confie son store locator ou son presence management ou les deux, parfois on reçoit des bases qui sont totalement incomplètes, ne sont pas correctement structurées, avec des champs correctement normés, ne sont pas du tout évolutives, parce qu'en fait, potentiellement, cette base dépend d'un service et c'est très compliqué de pouvoir y rajouter des nouveaux champs, par exemple. On a parlé des services, des attributs, des catégories, des sous-catégories chez Google. Il faut également que votre base soit ouverte. Ça veut dire qu'elle puisse communiquer idéalement par API avec des acteurs comme nous, ou qu'elle puisse être ne serait-ce que ouverte chez vous. On a par exemple parfois des clients où la base de données vient du système d'information et il faut s'y abonner pour pouvoir avoir des mises à jour. Et donc, il y a énormément de dépendance, assez peu d'évolutivité et tout ça fait que c'est difficile pour ces retailers de pouvoir anticiper et encaisser ce genre de changement, de bouleversement aussi fort. Donc, et le dernier élément, pardon, c'est important, on l'a vu, il va y avoir de plus en plus de visuels, de recherches complètes et complexes. L'idéal serait aussi d'anticiper sur la réconciliation point de vente et produit. Que ce soit votre store locator ou vos fiches GBP ou les autres plateformes, ça va être encore plus pertinent si on est capable de parler produit en fait dans ces restitutions-là. Donc, anticiper la réconciliation produit et point de vente dans vos bases de données. Tout ne peut pas être fait, évidemment, en quelques semaines, on s'en doute, mais il faut que vous vous mettiez en ordre de marche et que ce qui est finalement la fondation de votre SEO local soit un projet déjà en tant que tel. Et une reco également qu'on souhaite vous faire, parfois, lorsque c'est compliqué de faire bouger les lignes en interne pour avoir ce type de base de données très complète, agile, etc., on a tendance à se dire, oui, c'est pas grave, je vais utiliser la console d'Evermaps ou une autre console, et puis le local va remplir les champs. C'est très bien, on est là pour être des facilitateurs. Par contre, veillez à ne pas vous créer de dépendance avec vos prestataires tech. Veillez à pouvoir récupérer vos données à n'importe quel moment, à ce que ça puisse communiquer par API chez vous pour alimenter potentiellement d'autres besoins et à ne pas compenser en fait le fait qu'il soit parfois compliqué d'avoir ce type de base de données hyper agile vous en remettant complètement à des solutions techniques. C'est pareil pour la validation groupée de vos fiches GBP. On a récupéré des comptes d'un de nos confrères. Typiquement, la validation groupée, que je ne citerai pas, la validation groupée appartenait au player tech et pas au retailer.
Donc, potentiellement, vous reperdez en vélocité et en visibilité quand vous changez. Donc, bref, investissez sur cette notion de base de données. Ce sont des sujets de long terme qu'il faut inscrire à l'ordre du jour, vraiment haut placé chez vous. Et ayez en tête qu'il ne faut pas vous créer trop de dépendance à Google, mais aussi aux intermédiaires. Super. Il me semble que c'était le dernier point. On a réussi la performance de faire tout ça en 44 minutes. Alors, on va un peu déborder pour ceux que ça intéresse parce qu'on a eu des super questions et donc on va y répondre. On va laisser nos différentes interlocutrices y répondre. En tout cas, je voulais les remercier toutes les trois pour ce contenu qui était riche et hyper intéressant. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez nous contacter et on pourra creuser certains sujets avec vous. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. On va se mettre sur l'onglet questions. On a eu une première question de Florestan qui nous demande quelle sera la place d'Apple Business Connect. Alors, tu en as déjà un petit peu parlé, Dorothée, mais toi, quelle est ta vision d'Apple Business Connect ? Il y a énormément de gens en fait qui utilisent Apple Plan. Alors parfois même en pensant utiliser Google Maps. Nous qui sommes là-dedans, ça peut nous paraître assez fou, mais c'est assez courant. Donc oui, ça va être un usage nécessairement massif et il y a fort à parier que Apple réserve encore bien des surprises sur ce terrain-là. Donc, ça n'est plus possible de négliger cette plateforme. En gros, nous, nos clients, on leur dit désormais, c'est mandatory de ne pas être uniquement sur GBP, mais d'investir également sur Apple et sur le Store Lock. Super, merci beaucoup. On a une question qui est quelle est la bonne répartition de mon budget optimisation entre mon store location, donc locator, store locator et Google My Business, donc et Google Business Profile, pour être dans les premiers résultats de la recherche. Donc en gros, comment on peut répartir au mieux son budget entre tous les outils qu'on a à notre disposition pour être sûr de performer au niveau local? Il faut absolument, on l'a vu, gérer les deux. Il ne faut pas qu'il y ait d'effet de vase communicant à déshabiller vos fiches GBP pour investir sur le Store Locator. Il faut investir sur les deux, d'autant que c'est un écosystème qui s'auto-entretient, c'est-à-dire que et qui est vertueux. C'est-à-dire que si votre Store Locator est bien positionné en termes de SEO, que les mises à jour sont fraîches, qu'il est extrêmement complet en termes de type de données, etc., eh bien, ça va venir également améliorer le ranking de vos fiches GBP et vice-versa. Parce que Google va avoir confiance en fait dans la data que vous lui donnez puisqu'il s'aperçoit qu'elle est homogène sur ces deux plateformes. Donc, il ne faut surtout pas les voir comme des concurrents. Au contraire, elles sont complémentaires et elles s'auto-entretiennent lorsque la data est gérée de manière homogène. Super, merci Dorothée. Là, j'ai une question qui va plus être pour Stéphanie, je pense. On a Dominique qui nous demande, aujourd'hui, certains commerces n'ont pas vraiment besoin de gérer leur propre site web, notamment les commerces qui sont plutôt tout seuls, qui n'ont qu'un point de vente. GBP leur suffit. Est-ce que, donc en gros, la question, ça veut dire que demain, il y a un site web qui va redevenir indispensable pour ces commerces. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Stéphanie? Est-ce que Google va suffire ou est-ce qu'il va falloir réinvestir dans un site Internet? De toute façon, c'est toujours mieux d'avoir et la fiche GBP et un site Internet. Moi, je te conseille vivement de créer ne serait-ce qu'une page locale si vous êtes un prestataire de service, que vous êtes un petit plombier ou un petit boulanger. Il faut vraiment négliger aucune piste parce que dans votre site, vous pouvez mettre des mots-clés locaux. Vous pouvez mettre en plus un bloc d'actualité, vous pouvez enrichir et répondre aux intentions de recherche des internautes. Et c'est vrai que s'il y a une modification de l'affichage du local pack, vous risquez d'avoir moins de visibilité. Alors après, oui, il y a les annuaires, oui, il y a le blog, il y a plein d'autres subtilités, mais il faut vraiment être multicanal. Il ne faut pas tout miser sur Google, il ne faut pas miser tout sur le local pack. C'est vrai que Dorothée le dit très bien, il y a aussi Apple qui est en train de revenir un peu sur le devant de la scène. Donc, plus vous aurez de présence, mieux c'est. Donc oui, si vous pouvez, faites même un mini-site, mais faites quelque chose de plus que la fiche GBP. En fait, finalement, c'est ce que Dorothée, Stéphanie ont essayé de vous dire, c'est qu'il ne faut jamais avoir tous ses œufs dans le même panier de toute façon et ne pas avoir de dépendance pour rester aussi maître de votre communication. Merci beaucoup, Stéphanie, de nous avoir aidé sur cette question. On a Alain qui nous demande quel est le délai nécessaire à une solution Store Locator pour remonter en SEO. Donc, finalement, quand on met en place un Store Locator,
à partir de combien de temps ça va porter ses fruits? Alors, évidemment, on nous pose beaucoup la question en ce moment, parce qu'on est un player historique de ce sujet-là, donc on est assez visible là-dessus. Et il faut compter le délai de livraison et de gestion de projet autour du store locator. C'est parfois un sujet qui est sous-estimé. Et ensuite, lorsqu'il est livré, ça peut prendre jusqu'à 3 mois pour que le store locator déploie tout son potentiel. Et il va déployer d'autant plus son potentiel si, on en revient toujours au même sujet, si la donnée ensuite est diffusée de manière homogène sur le store locator, les fiches GBP et Apple, etc. C'est-à-dire qu'en l'occurrence Google, il va regarder les fiches, il va regarder les données qu'on lui envoie et celles qui sont sur le store locator. Si tout ça est homogène, ça vient surpondérer les deux. Et ce qu'on conseille également, c'est aussi de ne pas avoir une vision one-shot en fait des performances du store locator. Quand on fait appel à un prestataire extérieur pour avoir un store locator expert, voilà, c'est un projet à l'instant T, et ensuite ça va délivrer son potentiel. Mais en réalité, on s'aperçoit qu'il faut entretenir ça et continuer à itérer et pas avoir une vision trop circonscrite dans le temps. Ce n'est pas un sujet complètement one shot. Par exemple, nous, on a été nominés pour un Store Locator Alliance au SEO Camp Awards. Et bien, typiquement, c'est parce que avec ce client-là, on itère, on continue de tester des nouveautés. Ça peut être les Q&A et plein d'autres dispositifs où on va faire de la B-test sur certains sujets. Donc, notre recours, c'est oui, effectivement, mettre le paquet à l'instant T pour vraiment avoir un store locator hyper musclé, mais aussi prévoir en fait dans votre timeline et dans votre stratégie d'entretenir ça et d'itérer sur certains sujets et qui est potentiellement des interlocuteurs un peu référents chez vous pour continuer à entretenir cette super machine de guerre. Super, merci Dorothée. On va repasser. Alors, il y a beaucoup de questions sur les petits artisans, sur comment ils vont pouvoir survivre par rapport à des grands acteurs, typiquement. Donc, toi, Stéphanie, il y a une des questions qui est, en fait, comment aujourd'hui, typiquement, un coiffeur indépendant va pouvoir lutter face à un acteur de type Franck Provost? Ouais, c'est sûr que j'en parlais avec Dorothée. C'est vrai que ce qui avait de génial dans le local pack, c'est que un petit pouvait être à côté d'un gros, un petit détaillant qui vend des vélos pouvait être à côté de Decathlon, parce que Google prenant en compte, entre autres, la pertinence géographique par rapport à la requête. C'est vrai que ça pose un problème pour les petits. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Google a lancé une pétition aux États-Unis. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais il met en avant cette problématique. C'est que si la DMA supprime le local pack, ça va être pernicieux pour les petits. C'est les gros qui vont s'en sortir. Moi, je vous dis, faut pas paniquer. On ne sait pas si le local pack il va spécialement disparaître. Et quand bien même s'il disparaît, on revient un peu quelque part en arrière, on revient à la recherche organique, au fameux 10 liens bleus, même si maintenant on peut scroller à l'infini. On l'a montré, il y a le local pack, il va s'afficher un peu comme il était au tout début parce que Google Maps, c'est récent, hein, ça a été créé en 2004 et les fameux local pack qui étaient au départ avec 10 entreprises, ça date de 2008. Donc, on va revenir à un affichage un peu plus primitif où il y avait les 10 premières entreprises. Peut-être que Google, il va avoir la possibilité de le faire. Donc, vous aurez votre fiche GBP et vous ressortirez. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Et quelque part, c'est la fin de la suprématie du local pack où il y a ces fameuses 3 entreprises et tout le monde se bat pour être les 3 premiers. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, quelque part, ça peut être un mal par un bien. Tout dépend comment on le voit. Mais il faut continuer les fiches GBP, créer de l'actualité, soyez pertinent, mettez les bonnes images parce que Google, et d'ailleurs la Cité Alphabet a mis le paquet depuis quelques années sur l'intelligence artificielle et Google est capable de lire les images mais d'une manière qui est autant que vous et moi, hein, c'est parce qu'il y a l'API Google Cloud Vision qui permet de comprendre une image et de vraiment voir ce qu'il y a dedans. Donc on ne peut plus faire n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'avec une fiche GBP, un site local pour vous positionner sur des requêtes locales, l'inscription dans des annuaires plus Apple Maps, moi je trouve que vous êtes déjà pas mal. Hein. Donc, faut pas... On fera sans doute une session dans quelques semaines dédiée aux images, comment Google reconnaît les images, comment c'est super intéressant. Et sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre.
J'essaie de mettre un peu les questions ensemble. Là, c'est Dorothée qui va pouvoir répondre. On a une question de Geoffrey qui nous demande comment on voit le futur d'Evermap, parce que nous, c'est vrai que sur la partie présence management, on a beaucoup mis l'accent sur GMB. Donc ça, c'est la première question. Et je la mets avec la question de Jessie qui nous demande quels sont les meilleurs store locators. On a envie de vous répondre les nôtres, mais on ne peut pas. Mais voilà. Donc, en gros, quelle est la vision d'Evermap dans le futur? Parce qu'au niveau présence, on avait beaucoup mis sur GMB, même, mais pas que. Et quels sont les meilleurs store locators pour Dorothée qui va répondre? Alors déjà, effectivement, nous, on est une plateforme tech, donc même si quand Google modifie ses API, et il l'a encore fait récemment, ou modifie sa restitution, le socle tech est le même. Notre métier, c'est de prendre de la donnée et de la diffuser le plus largement possible sur Google et sur autre chose. Sur le fait que le store locator reprenne une importance absolument essentielle, nous, quelque part, ça fait que 10 ans qu'on dit à nos clients qu'il ne faut surtout pas négliger le store locator. On vient de ce métier-là à la base. On a une expertise SEO et mapping, optimisation de la géologue et intégration d'API Carto. Et on leur a toujours dit, c'est pas possible que le pack local et la suprématie qui est en train de s'organiser dure ad vitam aeternam. Il faut absolument que vous ayez un espace où vous êtes indépendant, où c'est chez vous et où vous fournissez un maximum d'informations pour bonifier tout le système. Donc en fait, c'est totalement cohérent avec la vision qu'on a toujours eue, en fait, de devoir créer un store locator hyper performant, d'alimenter Google, mais de façon effectivement agile, parce que les restitutions vont bouger et l'API n'arrête pas de bouger, et également d'être sur d'autres plateformes. On a été un des premiers à être labellisé par Apple, parce qu'ils ont des exigences assez costauds en termes de qualité de la donnée. Donc c'est plutôt en phase avec notre positionnement de toujours et notre façon de fonctionner, quoi. Super. L'avenir des Vermaps plutôt radieux à vos côtés. Et du coup, j'ai une autre question. Cette fois, c'est de nouveau sur Google qui nous demande, donc là, c'est Lucie qui nous demande, au vu des innovations en matière de recherche locale, pouvons-nous considérer que le futur des fiches GBP se passera en grande partie via Google Maps? Et est-ce qu'en gros, Maps est concerné par la DMA? Donc là, je laisse soit Julie, soit Stéphanie, soit Dorothée, soit toutes les trois ensemble, mais chacune votre tour, répondre à cette question. Personne. 2 secondes. J'ai ouvert mon micro. Oui, il est clair que c'est un opérateur à grande échelle et donc il est clair que ça rentre dans la définition du DMA qui sera donc évidemment impacté par cette réglementation et les articles 6 qu'on a vus sur le référencement. Voilà, donc ce sera évidemment impacté par ces sujets classement non discriminatoires. Super. Merci Julie. Et du coup, ça reboucle un peu avec aussi la question de Corentin qui demande en gros si on a un bon référencement aujourd'hui, est-ce que, en tout cas un bon référencement local, est-ce qu'on risque de le perdre demain? À quel point les cartes vont être rebattues avec le DMA? Il y a quand même une vraie zone effectivement de risque à ce que les rankings soient pas mal bouleversés. Après, si votre ranking est bon et l'est depuis un certain temps parce que vous respectez en fait les règles de base de Google et que vos données sont fraîches, que vous apportez du contenu pertinent et que vous essayez d'exploiter absolument tous les dispositifs de Starlock, de GBP, enfin, vous travaillez vraiment en transverse et que vous essayez pas d'uniquement craquer l'algo du pack local, en fait, que vous avez une démarche quasi sincère, en fait, autour de votre SEO, a priori, vous continuerez à être bien référencé. Mais il faut vraiment vérifier si là, il y a une espèce d'effet d'aubaine, vous êtes bien référencé parce que vous alimentez à fond sur 3 mois vos fiches GBP, ou si vous avez travaillé sur vos fondations de base de données et vraiment en multiplateforme avec toutes les recommandations qu'on vous a données sur les images, etc. Super. On a fait le tour de pas mal de questions. Donc, merci à tous déjà pour vos questions qui étaient très intéressantes et merci d'avoir du coup rendu ça interactif.
On va arriver sur les 1 heure de webinaire, donc c'est le temps de se dire au revoir. Je vais laisser Dorothée conclure. Néanmoins, sachez encore une fois, je vous le dis, que toutes nos intervenantes sont à votre disposition. Si jamais vous voulez continuer les échanges par la suite, donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir été là. On est hyper heureux d'avoir pu faire ce webinaire avec vous. Et je rends la main à Dorothée. Merci beaucoup, Constance. Merci à toutes et tous également pour vos questions. Donc, vous l'aurez compris, en fait, le DMA va pas mal bouleverser le SEO local. Alors, on n'est pas devin, on ne sait pas exactement quelles seront les restitutions de demain, mais ce qu'on sait, c'est qu'en travaillant correctement vos fondations, eh bien, vous tirerez votre épingle du jeu, surtout si vous êtes un réseau versus les indépendants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pack local tel qu'on le connaît aujourd'hui va être amené à disparaître. On a parlé du DMA, mais en réalité, il y a d'autres éléments qui viennent challenger cette restitution telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est également ChatGPT. Vous en avez tous sans doute entendu parler. Aujourd'hui, Google rappelle ses fondateurs pour accélérer sur DeepMind et sur la capacité à répondre autrement, en fait, aux réponses. Donc, pour toutes ces raisons-là, que ce soit DMA, que ce soit les innovations qu'ils ont déjà dans les tuyaux, ou là, l'accélération des challenges autour de ChatGPT et plus globalement de l'IA, globalement, le pack local tel qu'on l'a connu ne va pas perdurer, mais les données que vous envoyez vont être restituées d'une autre façon, que ce soit alimenté par toutes les belles restitutions dont Stéphanie a parlé, ou que ce soit restitué par un Sparrow qui sera globalement l'équivalent de ChatGPT. De toute façon, il faut que vous continuiez à alimenter et la restitution, quelque part, va suivre derrière. Et donc, il ne faut absolument pas s'en inquiéter. Il faut respecter les bonnes pratiques. Et puis, globalement aussi, dans un environnement qui est mouvant, où personne n'est devin pour anticiper ce que seront ces nouvelles restitutions, les recos globales qu'on peut vous donner, c'est effectivement d'anticiper, de suivre un maximum de news sur ce sujet-là. Pas de sombrer dans le déni total ni dans la panique. Il faut simplement anticiper, faire en sorte que vous soyez indépendant sur un certain nombre de sujets, donc pas totalement dépendant de Google, pas totalement dépendant de votre player tech, etc. Et d'être au maximum agile sur vos données pour pouvoir faire en sorte que ce ne soit pas une zone de risque, mais surtout une très, très belle opportunité pour gagner en ranking, en fait. Parce que ça peut aussi être une très, très belle opportunité de gagner en ranking. Merci à tous en tout cas, et on espère vous retrouver nombreux lors d'une prochaine session sur ce sujet absolument passionnant. Affaire à suivre, la prochaine grande étape c'est en mai, mais il se peut qu'on organise une session un petit peu avant. Merci beaucoup à tous encore pour vos questions très intéressantes. On vous souhaite une excellente journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.